Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence sur le voyage comme source de transformation et d'épanouissement. Donc, je vais vous parler de mon expérience autour des voyages et puis je vais vous présenter 4 clés que j'ai un petit peu relevées, condensées après toutes ces expériences de voyage. 4 clés qui vont en fait vous permettre à vous de transformer une visite touristique ou un voyage programmé, voire même une sortie culturelle. Enfin, ça peut vraiment se jouer à plein d'échelles différentes. C'est pas forcément partir en sac à dos à l'autre bout du monde pour vivre un voyage de type initiatique. C'est plus une attitude, un état d'esprit. C'est ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait personne en salle d'attente. Je crois que c'est bon. Voilà, et donc ces 4 clés vont vous permettre, j'espère, de vous approprier un petit peu le contenu. Et à la fin de cette conférence, je vous présenterai également un voyage que j'organise au Maroc pour les femmes, du coup, en février. Voilà. Est-ce que déjà au niveau technique, tout le monde m'entend bien? Est-ce que c'est bon à ce niveau-là? Ok, super. Donc, je me présente parce qu'il y a des visages que je connais pas. Donc, je m'appelle Marie Souche. Je suis thérapeute psychocomportementale. Et je suis Equi-coach aussi depuis quelques années. Et puis je suis maman, et je suis épouse, et je suis femme, mais je suis voyageuse avant toute chose en fait. J'ai démarré mon premier voyage à 16 ans avec mon oncle pour aller en Pologne chez mon grand-père. Ça a été mon tout premier voyage. Et puis dans la même année, j'ai eu la chance de partir avec une amie au Maroc. Elle était franco-marocaine et du coup on a passé un mois ensemble au fin fond du Maroc dans sa famille. C'était très très immersif comme expérience parce que on n'était que toutes les deux françaises, on était vraiment immergées dans la culture et même notre premier soir là-bas, c'était assez exceptionnel. On a été invités à un mariage. Donc, on était en tenue, on s'était levé à 6 heures du matin ou 5 heures, mais vraiment super tôt, tenue de voyage pour être confortable. On se retrouve à un mariage le soir même, on s'est couché à 5 heures du matin, voilà. C'était vraiment très immersif. Et on a aussi été rencontrer sa famille, enfin une partie de sa famille qui vivait vraiment très très reclus au bled comme on dit et du coup c'est vraiment la campagne profonde. Ils devaient aller chercher l'eau à cheval, à dos d'âne, ils n'avaient pas d'électricité. Enfin voilà, ça a été à 16 ans voir tout ça. Aussi c'était une famille qui était polygame, donc l'oncle il avait 2 femmes. Enfin voilà, ça a fait un peu un choc culturel pour moi évidemment. Et à la fois, j'étais déjà dans une ouverture d'esprit assez grande et qui faisait que, en fait, je me nourrissais de tout ce que je voyais et et tout ce que je voyais, c'était comme si ça m'apportait des clés, en fait. Donc, j'avais vraiment cette attitude de chaque voyage venait me nourrir et me donner des informations de compréhension ben, sur moi. Et puis ben, moi, voilà, j'ai fait des études en psychologie, en philosophie, donc j'ai vraiment très gourmande de comprendre le sens de la vie, du monde, les interactions des hommes, des femmes. Enfin, voilà, tout ça, je suis curieuse, quoi. Curieuse et puis en soif de compréhension, mais large, quoi. Moi, je trouve que le voyage, d'une manière générale, c'est une manière de prendre de la distance sur sa vie sur... Ah, pardon, j'ai quelqu'un en salle d'attente, je sais pas pourquoi, normalement je n'avais pas mis de salle d'attente, sur sa vie et du coup aussi de faire ce parcours de distanciation avec son environnement quotidien, avec ben, toute sa charge mentale, toutes ses habitudes, ses relations habituelles, et puis aussi culturelles, l'environnement sociétal qui est dans lequel on est familiarisé, dans lequel on a grandi, dans lequel on s'est construit une identité propre. Et pour moi, le voyage, c'est vraiment une manière de venir déconstruire certaines choses, ou en tout cas, si on veut pas les déconstruire, de les choisir plus consciemment, en fait. Dire que par exemple, je sais pas, la baguette de pain sur la table, ben, bien ça, c'est pas, c'est pas un conditionnement vraiment très fort, mais justement, c'est rigolo de se dire, bah, moi, je peux pas manger sans ma baguette de pain, mais quand t'es en voyage, en fait, t'es obligé de faire des fois sans pain, sans fromage, sans le petit verre de vin qui va avec. Et du coup, ça vient casser nos schémas d'habitude et ça va nous permettre
de déconstruire et reconstruire finalement autour de peut-être notre essence, ce qui est au fond, ce qui est nous-mêmes en fait, ce qui est pas culturel, ce qui est pas hérité, ce qui est pas construit par la famille, etc. Donc moi, je trouve vraiment ce pas de côté dans le voyage qui m'a permis, donc je disais, ça fait 17 ans que je voyage, qui m'a vraiment permis de beaucoup comprendre certains de mes fonctionnements et surtout en tant que femme, et puis aussi bah, de mieux me connaître, quoi. Donc je vous disais, voilà, mon premier voyage au Maroc, enfin la Pologne, le Maroc, j'ai relu pour préparer cette conférence mon tout premier carnet de voyage et c'était trop drôle j'avais 16 ans donc de voir ma petite plume là qui s'exprimait comme si vraiment chaque élément était, était une source de connaissances, quoi. Vraiment, il y avait cette idée-là derrière et j'étais très très sensible aux rencontres aussi. Et puis bah, au paysage, à la beauté, de manière générale. Après, je voulais quand même vite fait vous citer un peu mes voyages, mais à 18 ans, je suis partie en Amérique du Sud avec mon compagnon de l'époque, mais c'était un voyage que j'ai initié, que j'ai préparé toute seule. Et à chaque fois, c'était bah, là pour le coup vraiment sac à dos, avec juste on devait faire du woofing dans des fermes. Et donc c'est du travail bénévole. Et voilà, c'était l'idée du voyage. Et en fait, on s'est laissé complètement surprendre par la première ferme dans laquelle on est arrivé. Et du coup, on s'est retrouvé avec 3 semaines à repartir et donc avec 3 semaines de rab. Et là, du coup, j'ai découvert vraiment le voyage sac à dos avec rien de programmé et la magie que ça engendre en fait, d'être dans cette ouverture-là bah, d'espace, de temps, de disponibilité et de rencontres aussi. Je suis désolée, j'ai encore quelqu'un en salle d'attente. J'avais pas prévu ça. Faut savoir que c'est pas ma première conférence, mais c'est celle qui m'a le plus challengée parce que c'est comme sortir quelque chose du fin fond de mon cœur qui m'anime depuis toujours et de la présenter au monde. C'est vraiment toujours quand ça vient toucher le plus profond que ça te challenge le plus. Donc voilà, j'étais un peu stressée quand même. Donc voilà, finalement, je me retrouve à partir de l'Argentine vers la Bolivie et puis de rencontrer des gens qui nous invitent au Chili. Et puis on se dit, bah, une fois près de la Bolivie, autant aller au Pérou parce que je faisais que de rêver du Machu Picchu. Du coup, je me retrouve au Machu Picchu. Après, on se retrouve au Chili et puis on termine par finalement faire quand même une ferme, 3 semaines dans une ferme. Donc ça, c'est un voyage qui a duré 3 mois en Amérique du Sud. Et aussi, je vous parlais dans ma com là en vous invitant à cette conférence de aussi mon lien aux animaux. Et c'est vrai que dans chaque voyage, il y a la rencontre humaine, mais il y a la rencontre animale qui est vraiment hyper euh, impactante pour moi. Il y a des rencontres avec des animaux sauvages, surtout, c'est ceux-là qui sont en général le plus impactants pour moi, en tout cas, que j'ai mis des années à comprendre, des années à comme intégrer ou me dire ah ouais en fait ça m'a fait ça ou ça parlait de ça et voilà c'est pas juste sur le moment des fois on comprend pas hein, comme le Machu Picchu je vais pas dire comme certaines personnes peut-être peuvent ressentir ou être dans cette approche-là que c'est un endroit avec des énergies très élevées ou que je sais pas que ça m'a fait des prises de conscience ou du travail plus dans l'énergie. Bon, moi, j'étais pas dans cette sensibilité-là, et puis j'avais 18 ans aussi. Quand j'y suis allée, par contre, je pense que dans l'inconscient, il y a quand même des choses importantes qui se sont jouées sur les lieux que j'ai visités et les expériences que j'y ai vécues. Et donc, sur ce voyage en Amérique du Sud, j'ai rencontré des animaux qui m'ont impactée. Et j'ai aussi commencé le voyage à cheval. Enfin, j'ai fait une partie du voyage autour de Cusco à cheval, et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment reconnectée aux chevaux que je connaissais que dans les centres équestres. Et donc là, j'ai découvert, waouh, on peut voyager, on peut visiter là, je visitais des temples incas à cheval, waouh, c'était incroyable. Donc ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier, c'est le cas de le dire, avec les chevaux, quoi. Ça, c'est aussi important. Et donc, l'animal qui m'a le plus touchée sur ce voyage-là, c'est les orques. J'ai eu la chance de visiter une petite péninsule en Patagonie où il y a des fois des orques, et même moi j'étais obsédée par ça.
Je pense que j'ai trop regardé Sauver Willy quand j'étais petite. Et du coup, je dis à la femme à l'accueil, là, au petit musée, est-ce qu'on peut voir des orques? Elle dit, oh, ben, vous savez, non, c'est pas trop la bonne époque, c'est la fin des baleines, donc les orques, ils sont pas encore là. Et puis du coup, on fait le trajet. Il y avait un endroit sur l'île qui était un peu le promontoire pour voir les orques s'ils sont là. Donc nous, on a commencé par tout le reste et on s'est dit, on restera là comme ça si jamais on reste des heures s'il faut. Et en fait, donc on termine par là. Donc on se dit, on va prendre tout le temps vu qu'il y a peu de chances qu'on les voit. On mange notre sandwich et là, on a à peine le temps de manger qu'il y a quelqu'un qui crie Orca, Orca, Orca. Et du coup, j'ai tout jeté. J'ai jeté toutes mes affaires. Ah, le truc qu'il faut pas faire normalement en voyage, hein. Et là, j'ai tout jeté, j'ai couru au promontoire et là, j'ai vu une scène d'orque avec un petit qui apprenait la chasse. C'est vraiment une scène magique. Et ça a pas duré très longtemps. J'ai bien fait de courir parce que les gens qui m'accompagnaient, qui sont restés, qui eux ramassaient leurs affaires, ils ont pas eu le temps de les voir. Donc c'était vraiment un gros cadeau pour moi de la vie de voir les orques. Voilà, puis bon, j'ai vu aussi des condors, des colibris, des coatis, des toucans, voilà, plein d'animaux. Après, je suis partie en Asie du Sud-Est. Là, je travaillais dans le tourisme, j'étais guide touristique dans le Lot. Et du coup, j'avais fait 7 mois de tourisme intensif. Et là, je me suis dit, non, je peux plus voir un touriste. C'est pas possible pour moi, quoi. Donc, du coup, je partais rejoindre mon cousin qui, lui, avait commencé son tour du monde. Et du coup, il était un peu dans la même énergie que moi. Il avait fait des endroits plutôt touristiques et donc il n'avait pas envie non plus de voir du monde. Donc, ça s'est bien synchronisé. On a décidé de faire le tour du Cambodge en scooter. Donc là, ça a été un voyage d'aventure. Vraiment avec plein d'imprévus, les pannes d'essence, les pneus qui crèvent, enfin voilà, plein d'imprévus, mais tellement incroyable parce que du coup on a vraiment traversé, bon il n'y a qu'une route hein, qui fait le tour du Cambodge, mais on a quand même traversé des zones rurales. En général, les touristes prennent un bus de la capitale, ils vont au temple d'Angkor et puis ils reviennent. Et du coup, ben, c'est des endroits où en fait ils ne voyaient pas de touristes. Il y a voilà, la vieille mamie qui se met à parler français parce que du coup, ils ont connu ça aussi. Enfin voilà, c'était vraiment humainement très, très enrichissant. Puis il y avait cette notion de voyage d'aventure que j'ai découvert aussi au Cambodge. Après, je suis partie en Thaïlande et là, j'ai plus fait un voyage spirituel, je dirais, enfin, d'introspection, où du coup, j'ai fait une retraite dans un monastère. Et puis, il y avait beaucoup de... Enfin, je suis vraiment restée à un même endroit qui était très beau dans les montagnes avec des sources d'eau chaude, tout ça. Puis, il y avait un côté très... euh, à la fois solitaire et à la fois... aussi, je me dis, ce voyage, je me suis dit, c'est pareil, j'ai passé 3 mois du coup en Asie du Sud-Est et je me disais, mais même quand je veux être seule, en fait, je suis pas seule. Alors c'est dingue parce que je pense que j'avais peur de la solitude. Et en fait, là, je vais pour chercher de la solitude et c'était un défi d'être seule, de refuser des fois des gens qui me voyaient seule et qui disaient, ah, viens manger avec nous. Non, je veux être seule. Après, j'étais, ah bah non, en fait, je veux rester ouverte aussi aux rencontres. Donc, je disais oui. Et puis, des fois, après, j'étais, ah, bon, allez, ce soir, je mange toute seule, hein. Je rencontrais vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Il y avait toute une communauté de voyageurs qui était très présente. Donc, des très belles rencontres. Et, euh, et voilà, là-bas, je me suis fait tatouer aussi au bambou. Enfin, voilà, ça a été vraiment un voyage ben voilà, j'avais 19 ans, qui m'a aussi beaucoup appris sur moi-même. Et j'ai fini en Indonésie où là, ça a été l'apothéose de l'abondance parce que j'ai répondu à un homme qui avait une annonce pour s'occuper de ses chevaux en Indonésie. Donc, c'était un expatrié français. Et, et en fait, du coup, quand je suis arrivée, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était un endroit idyllique. C'était une villa qui surplombait une baie de l'océan Indien. Quand vraiment, c'était incroyable avec la piscine à débordement et tout. Et je me suis dit, j'ai pas dormi la nuit, je pense, tellement j'étais paniquée parce que quand j'ai vu la chambre dans laquelle j'étais, je me suis dit, non, mais ça se trouve, on s'est mal compris. Et moi, je voyageais avec moins de 1000 € par mois. Je pense que je devais avoir 800 ou 900 € par mois. Ça se trouve, le coût de la chambre, c'est mon budget du mois, quoi. Enfin, c'est pas possible, on a du mal à se comprendre.
Et le matin, petit-déj devant ma porte et tout. J'étais là, non, c'est pas possible, vraiment, c'est mal compris, j'étais en stress. Et en fait, non, c'était juste cadeau bonheur, quoi. Donc cet homme, il voulait juste que je m'occupe de ses chevaux et c'était même pas curer les box ou des corvées, parce qu'il y avait déjà des villageois qui s'occupaient des corvées, quoi, je dirais. Donc en fait, je devais juste monter à cheval. Voilà, c'était ça, mon travail. Et donc c'était vraiment hyper magique, vraiment, quoi, de se dire, waouh, c'est incroyable comme finalement aussi avec un peu de folie, un petit grain de folie, de répondre à une annonce comme ça sur Internet, de se dire, ben, on sait pas où je vais débarquer, je suis arrivée de nuit, j'ai un peu galéré à arriver en plus. Ben, et un petit grain de folie, puis un grand, grand grain de foi, de confiance en la vie, et ben, il y a vraiment des choses incroyables et magiques qui se produisent, quoi. Donc je suis restée là-bas pendant un mois et j'ai monté à cheval. Je me suis baignée à cheval dans l'océan Indien. Voilà, c'était incroyable, vraiment. Donc il y a beaucoup cette notion de chevaux en Indonésie aussi. Et puis j'étais assez sensible aussi à l'équilibre dans le donner-recevoir. Finalement, c'est le premier voyage dans lequel je me suis dit, oh là, non là, en fait, il y a de la misère et en même temps, les gens, ils sont tellement généreux. J'étais assez impactée par ça. Et du coup, je me souviens à Noël, j'avais fait une cagnotte. J'avais envoyé à mes amis, à ma famille, pour faire des dons, en fait, pour fournir du matériel scolaire aux enfants, parce que l'école était gratuite, mais pas les uniformes et pas les livres et tout ça. Donc, c'était quand même un budget pour les familles. Donc, j'avais commencé un petit peu à mettre en place des choses et ça m'avait voilà, beaucoup parlé d'équilibre dans le donner-recevoir. Et voilà, après j'ai aussi eu une expérience, je me suis fait arnaquer à Bangkok. Et voilà, il y a aussi des moments forts négatifs qui sont impactants dans les voyages, mais j'en reviendrai justement quand je vous parlerai des quatre clés qui pour moi permettent de vivre un voyage de transformation. Et bien après ça, j'ai rencontré le père de ma fille quand je suis rentrée en France. Donc moi au début, je voulais repartir pour le Mexique. Et finalement, ben, on s'est rencontrés lors de ma petite escale en France, quoi, où je devais juste switcher d'affaires. Moi, ça y est, j'étais partie, hein, un voyage, voyage, voyage. Et puis finalement, lui avait prévu un voyage. Il devait aller en Grèce avec un camion aménagé. Et du coup, bah voilà, un peu dans le côté tout feu, tout flamme, j'ai revu mes plans et donc on a fait ce voyage ensemble. Donc là, ça a été un voyage en camion, c'était vraiment une autre expérience. Il y avait beaucoup moins de rencontres humaines. Par contre, c'était vraiment intéressant dans le côté d'être dans la débrouillardise, de s'adapter. On a pris une douche une fois avec des jets d'eau dans un jardin communal, quoi. Il y avait des jets d'eau pour arroser les plantes et on a fini par se doucher là-dessous. Voilà, vraiment ce côté de bah, vivre avec très peu de choses et s'en contenter. Enfin, moi, j'aime bien cette simplicité-là. Il y avait de très beaux aussi paysages. On a vécu une belle expérience avec des dauphins aussi. Ça a été une des rencontres d'animaux sauvages qui m'a aussi beaucoup impactée parce qu'on était sur le bord de la plage, on marchait, on venait de se caler là un peu par hasard. Et c'est ça que j'adore aussi dans les voyages, c'est de se dire, bah, où le vent nous porte finalement, c'est tellement magique quand on ose un peu se laisser porter. Et finalement, j'ai l'impression de voir une ombre dans l'eau et j'ai l'impression que c'est un plongeur parce que mon compagnon à l'époque, il faisait de la plongée en apnée et du coup, de la chasse au harpon, là, je savais que c'était à la bonne heure pour plonger. Donc ma tête, tout de suite, elle dit c'est ça. Et en fait, non, c'était des dauphins, et c'était tout un banc de dauphins en coucher de soleil, genre vraiment le truc magique, incroyable, comme dans les films. Et, euh, et du coup, le lendemain matin, il rigole, je préparais des crêpes et puis il dit, je vais aller appeler les dauphins. Et du coup, il y va, il sort et il dit, les dauphins, les dauphins, les dauphins. Et là, il y a tout le banc de dauphins qui revient. Et donc, en fait, c'est une baie où ils sont habituellement, mais on ne le savait pas. Et c'était incroyable de voir des dauphins. On était partagés entre sauter à l'eau et les rejoindre. Et puis, bon, l'eau était froide. Et puis, ça fait quand même un petit peu peur, des gros mammifères comme ça, sauvages. Donc on s'est contenté de regarder ce spectacle-là depuis la berge. Et après, on est parti en Afrique de l'Est, donc avec ce même compagnon. Et là, moi, je voulais faire un voyage utile. Je voulais qu'il y ait de l'humanitaire, en fait. Je voulais pas être juste dans la consommation du tourisme, dans voir des paysages ou voir des animaux. Enfin voilà, je voulais vraiment allier l'utile à l'agréable et aller un peu plus loin dans ce premier pas que j'avais fait en Asie du Sud-Est vers les autres finalement.
Et du coup, finalement, ça a été une expérience assez déconcertante. Je me suis retrouvée confrontée au racisme, ce qui n'était pas le cas jusque-là. J'avais vraiment à chaque fois un contact avec les locaux très bisounours. Et là, c'était plus rude. Et en fait, les échanges étaient souvent bah, intentionnés. Enfin, il y avait toujours une intention derrière bah, en fait, d'avoir de l'argent de notre part, quoi. Et du coup, c'était très dur à vivre parce que nous, finalement, pour des Français, on avait un très très petit niveau de vie, hein. On vivait en camion, on faisait les saisons, après, voilà, on gagnait très peu et on se serrait la ceinture, on faisait aucune dépense pour se payer un billet d'avion et après, on partait avec rien, quoi, vraiment. Donc là, on était logés, nourris, enfin, enfin, du coup, c'était très dur pour nous d'être vus comme des riches et comme... et c'est vrai qu'on l'était aussi par rapport au niveau de vie là-bas. Et pour moi, ça a été vraiment une déception de d'être là pour aider et finalement, malgré ça, bah, que c'était pas suffisant et que c'était pas vraiment enfin, les gens, ils s'en fichaient de moi, en fait. Ils voulaient pas me rencontrer moi, ils voulaient rencontrer mon portefeuille, en fait. Et ça, c'était horrible. Enfin, j'étais vraiment face à des injustices. Mais ça, c'est mon expérience. Je dis pas que ça sera la vôtre si vous allez en Afrique de l'Est, hein, pas du tout. En tout cas, voilà, moi, j'ai vécu beaucoup de colère et d'injustice dans ce voyage et aussi des mises en danger qui étaient importantes. Et en même temps, bah, à côté de ça, il y avait vraiment j'ai été tellement touchée de voir des gens qui vivaient bah, dans des cases, quoi, de terre, de... et puis on allait les aider on fournissait un traitement médical, en fait, par rapport à un, une maladie quoi, qui se mettait au niveau de la peau. Et en fait, on s'est retrouvés dans cet endroit. Je me souviens, la femme, elle était tellement pauvre, mais tellement joyeuse et tellement heureuse et tellement... Elle parlait tout le temps de Dieu, elle avait la foi, elle était débordante d'énergie, elle était solaire et elle vivait dans une misère ben, totale, quoi. Vraiment, c'était hyper initiatique pour moi, hein, vraiment, d'être confrontée à autant de misère et autant en fait, de diversité dans les ressentis que cette misère, elle peut provoquer, comme un bonheur extrême, une joie pure, une foi inébranlable, et puis bah, de l'envie, de la jalousie, du manque, de l'agressivité, etc. Et donc après, je vous ai pas précisé où c'était, donc j'ai été au Kenya, donc c'était aussi un voyage sur 3 mois, Kenya, Tanzanie, Zanzibar et Zambie. Donc après, on a quand même, quitte à être au Kenya, on a été voir quand même les animaux. Alors c'était dur pour moi d'être en 4x4 vraiment au Masai Mara là, mais à la fois, bon, c'est sur des milliers d'hectares et je me suis dit c'est une expérience à faire une fois dans ma vie, quoi, donc j'ai pas résisté. Mais on a aussi fait un safari après en vélo, donc là c'est un parc où il n'y a pas de prédateurs. Et aussi une partie, un tout petit safari d'une demi-journée à cheval, pareil, sur un parc où il n'y avait pas de prédateurs. Pas folle la guêpe. Mais là, c'était assez incroyable, c'est sûr, on a vu hein, les animaux, tous les animaux du Roi Lion. Déjà, moi, ça, c'était mon dessin animé préféré. Donc, voilà. On se retrouve. En plus, ça a été vraiment inspiré. Les réalisateurs du Roi Lion, ils étaient au Masai Mara, ils ont été dans le parc qu'on a visité à vélo pour enfin, des scènes qui ont été dessinées à partir de certains paysages que j'ai été visiter, quoi. Donc, c'était vraiment rigolo, ce petit retour. Aussi en enfance finalement à travers ces animaux et ces paysages que j'ai adorés d'abord au travers du dessin animé. Et là, bon, j'ai vu voilà, des gnous, des zèbres, des girafes, des singes, des lions, des lionnes. J'ai eu la chance de voir un guépard, des aigles. Mais il y a deux animaux qui m'ont beaucoup touchée parce que j'ai eu une interaction avec eux. Il y a une amie qui était avec nous qu'on avait rencontré en faisant de l'humanitaire, qui était qui était plus perchée que moi, je dirais, et qui, elle, bah, disait qu'elle voulait communiquer avec les animaux et tout ça. Puis moi, c'est un truc que ça, c'était un peu mon rêve caché, quoi, mais jamais j'aurais dit les choses comme ça, et jamais j'aurais essayé, surtout. Et puis à force qu'elle répète des trucs comme ça, le lendemain, on n'était pas ensemble, et j'ai dit, vas-y, je vais essayer un truc. Et donc, il y avait des éléphants devant nous, donc quand même assez loin, hein. Et là, je ferme les yeux, et puis juste, je me dis, bah, je sais pas comment on fait, moi, mais je dis, je vais fermer les yeux, puis je vais juste envoyer de l'amour. Et du coup, je fais ça, et puis je sens quand même que ça s'amplifie ma sensation d'amour. Là,
ça devient de plus en plus grand, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est pas juste moi, mais j'ai les yeux fermés, je vois rien. Et en fait, ce qui me fait réouvrir les yeux, c'est que le moteur se rallume et donc j'ouvre les yeux et en fait, je vois qu'il y a une éléphante qui s'est décrochée et en fait qui était pile face à moi à quelques mètres, quoi. Et du coup, là, le conducteur, il a jugé que ça pouvait être dangereux, donc il a rallumé. Et du coup, j'étais là, waouh, c'était vraiment pour moi une expérience d'amour inconditionnel, parce que ça c'est assez monté fort, quoi, comme sensation. Et puis de sentir, mais qu'est-ce qu'ils sont tellement doués de conscience, ces animaux, quoi, et de sensibilité. Et après, la deuxième rencontre, ça a été un babouin. Là, j'ai flippé. Je me suis retrouvée toute seule. On avait fait une pause pendant le safari et je me suis retrouvée toute seule à croiser un babouin. Donc, c'est très gros, un babouin. Moi, j'étais debout, il devait m'arriver à peu près la tête à la taille, quoi, ou à la poitrine, quoi. C'est quand même assez massif. Et je sais pas si vous voyez, ça a des dents énormes. Enfin, voilà, ça fait un peu peur de se retrouver face à un babouin. Et là, bah, en fait, intuition ou réflexe de survie, je ne sais pas, mais je me suis accroupie et en fait, je l'ai pas regardé dans les yeux et j'ai juste respiré comme ça. Et c'est arrêté vraiment face à moi. Je pouvais même sentir son odeur. C'était hyper fort. Et je pense qu'il m'a comme toisé et puis après il m'a laissé passer parce qu'en fait il était sur mon chemin pour que je regagne le 4x4. Je ne pouvais pas m'échapper et c'était une petite colline et il y avait ce chemin, quoi. Donc ça a été très fort en émotion et ça m'est arrivé de nouveau en Zambie où pareil il y a eu toute une famille de babouins qui est passée et les gens, il y avait plein de gens en fait qui voulaient quand même passer et moi je leur ai dit non non vous les laissez passer et je sais pas je me suis mis dans un rôle de leader que j'ai pas du tout naturellement comme si ben, je savais quoi. Ça a été vraiment des expériences assez intenses pour moi et, euh, et transformatrices aussi dans mes capacités. Après, bon, j'avance un peu, sinon je vais me perdre dans plein de détails. J'ai été maman et là j'ai découvert qu'on pouvait, je voulais voyager avec un bébé et donc on a pu le faire. On est parti au Maroc parce que pour moi c'était une destination que j'avais déjà fait quasiment une dizaine de fois, donc c'était facile. Et, et voilà, donc ça se fait, ça se fait. Et je me suis même dit, waouh, ça se fait super bien. Et en plus, je réalisais à quel point c'était nourrissant pour mon enfant de découvrir d'autres cultures, d'autres paysages. Enfin, ça lui faisait des bons dans sa croissance, dans son expression. Donc, on a remis ça. On est parti au Sri Lanka aussi en famille. Et là, j'ai juste pu, pour faire un petit détail sur ce voyage que j'ai adoré, au niveau culturel, des paysages et tout. Et j'ai nagé avec des requins à Pointe-Noire, donc qui sont inoffensifs, mais j'avais la trouille, moi, des requins. Et du coup, ben, ça m'a aussi fait très peur, mais j'ai dépassé cette peur et j'ai vraiment pu me rendre compte ben, qu'il y a tellement de construction mentale sur les animaux et sur ce qu'on a pu en faire dans le cinéma, dans l'histoire et tout ça, comme le loup chez nous dans les Alpes. Et du coup, voilà, c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup touchée et puis qui m'a apaisée aussi sur ma peur. Ensuite, je suis partie au Sénégal avec ma fille aussi. Et après, avec mon mari actuel, on est parti en voyage de noces avec notre bébé aussi au Costa Rica. Et là, c'est aussi un pays qui m'a beaucoup plu et dans lequel j'ai découvert plein de choses et beaucoup, beaucoup d'animaux. Et là, cette fois, je m'autorisais à vraiment être dans la communication animale et avec les animaux sauvages et à ressentir bah, de quoi ils me parlaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, voilà, comment je pouvais appliquer peut-être certaines observations que je pouvais avoir sur les animaux sauvages, sur ma manière d'être ou d'interagir avec les autres. Et après, on est reparti aussi en famille au Maroc. Et il y avait vraiment un appel du désert très fort. Donc, on a passé un bon moment avec les dromadaires là dans le désert. Et j'ai fini par rencontrer aussi dans un parc plein d'animaux. C'est un parc, enfin, c'est une réserve naturelle. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'hectares pour réintroduire ces animaux sauvages dans la nature. Donc, c'est pas un parc animalier du tout. Et là, il y avait bah, les autruches, des antilopes, des aigles. Et c'était très chouette parce qu'il y avait vraiment le temps de se poser, de respirer, de venir sentir l'animal. Et donc, moi, ben, ça, vous l'aurez compris, j'adore. Donc,
Voilà, grosso modo, un peu mes voyages et puis ce qu'ils m'ont apporté. Mais bien sûr, je pourrais en parler pendant des heures. Je vois qu'il est déjà la demi, donc je me rattache un peu au wagon de mon intention de vous transmettre du coup ces 4 clés pour vous, pour vos futurs voyages ou pour bah, voyager votre vie. Donc la première clé pour moi, c'est de voyager avec cette ouverture dont je vous parlais lors de mes premiers voyages, la curiosité et puis de la conscience, en fait. Plus on va venir développer ces aspects d'ouverture, de conscience, et plus finalement le voyage il va être initiatique, parce qu'on va être tout simplement ouvert à recevoir des informations, quoi. Ah, pardon, je vous ai perdu. La deuxième clé, pour moi, c'est la flexibilité, laisser de la place à l'inconnu. Si finalement on programme trop un voyage, sauf si c'est déjà un voyage qui a une intention particulière, comme celui que je propose là au Maroc, mais sinon, si on cale tout, parce qu'on est dans le contrôle, ou parce qu'on a peur, ou parce qu'on se dit que ça sera plus facile, qu'on lâchera mieux après derrière, parce qu'on sait qu'on arrive là, 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 il y a de ça, mais c'est vraiment un curseur à ajuster en fait. Et puis ça dépend. Moi, j'organise beaucoup plus maintenant quand je voyage avec mes enfants que quand je voyageais seule aussi. Mais en tout cas, de garder à l'esprit de s'offrir à des espaces de flexibilité, de, d'inconnu, quoi. Voilà, pour que aussi la rencontre puisse se faire et les surprises puissent venir à nous. La troisième clé, c'est le discernement. Oui, parce qu'il ne m'est pas arrivé que des trucs chouettes en voyage. Et que ça ne veut pas dire qu'il faut rester ouvert à tout, tout le temps, à tout le monde. Donc le discernement et savoir se protéger, en fait, être en contact avec bah, soi-même et vraiment faire confiance pardon, à son intuition, à ses ressentis et à son discernement. Là où on ne le sent pas, on n'y va pas. Voilà, vraiment, c'est très instinctif en fait. Je pense que les voyages nous permettent aussi de nous reconnecter à cet instinct. La quatrième clé, pour moi, c'est de développer sa sensibilité, son intuition et ses perceptions. Elle est un petit peu conditionnée par toutes les autres étapes, où elles sont un peu aussi interreliées, mais plus on va être en contact justement avec son instinct, son intuition, mais aussi ses perceptions corporelles, émotionnelles, énergétiques, et plus finalement on va pouvoir justement sentir les lieux qui nous attirent, les personnes qui nous attirent, les expériences qui nous attirent, ou au contraire, juste j'ai pas envie de faire parce que c'est faire avec les autres pour les autres, bon bah ça non. Voilà, c'est vraiment d'être en contact avec soi-même. Je pense que ça nous permet vraiment de créer notre voyage sur mesure et de se laisser porter à la fois. Vous voyez, c'est vraiment aussi mettre le cadre pour que finalement derrière on puisse se laisser porter et avoir foi et, euh, et sentir cette magie là qui peut opérer à travers nous et à travers ce voyage. Est-ce que vous avez des questions sur ces clés, si est-ce que vous avez envie d'interagir? Je vous laisse la parole. On va dire que c'est clair du coup. Si, vas-y Florence, faut que tu remettes ton micro. Oui, bonjour. Alors moi, j'étais intéressée par ta conférence parce que j'ai décidé de tout plaquer à 50 ans et j'ai décidé de voyager l'année prochaine. Et Hmm, notamment en commençant par faire du woofing que je connaissais absolument pas il y a quelques semaines. ok. Donc, je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée de t'écouter et comme je vois que tu en as fait, tu as peut-être un conseil ou deux. Bon, après, moi, j'ai décidé de voyager avec mes animaux. Donc, j'ai un chat et un chien. Pour l'instant, j'ai pas de van, mais c'est une optique Hmm, d'en acheter un. Donc, voilà, si tu as quelque chose à conseiller de ce point de vue-là, je suis ouais. preneuse. Bah, comme je te disais, moi j'ai eu des expériences négatives en woofing j'arrive et ça correspondait pas du tout à ce qui était dit sur le papier, mais c'était à l'autre bout du monde. Enfin, donc Oui, moi, je reste en voilà, et puis France. c'était il y a du coup 15 ans.
Donc ça, maintenant, je pense que c'est un peu plus vérifié. Et puis voilà, c'est en France, il y a moins ces possibilités-là. Bah, juste, moi, je te conseillerais d'écouter ton intuition et puis vraiment de choisir un endroit qui te fait vibrer, quoi. Quitte du coup, tu vas donner de l'énergie à cet endroit-là. Donc c'est chouette de sentir que ce qui est mis en place sur ce lieu vienne t'apporter des savoirs, des connaissances ou des expériences qui vont nourrir un aspect de toi, quoi. Voilà. Mm. Parce que quand tu dis que tu partais aussi donc avec ton sac à dos, tout ça, ou finalement tu t'organisais pas plus que ça. Ouais. T'organisais peut-être le départ, mais ensuite, Oui, oui, ça dépend. Du coup, en Argentine, merci, au revoir. Je sais pas ton prénom, Kakou, du coup. Euh, oui, en Amérique latine, par exemple, moi, j'avais cru que j'avais organisé, puisque j'avais réservé mes fermes. Je savais qu'il y avait un bus qui faisait la liaison dans tel endroit. Et après, bon, bah, comment relier le bus et puis la ferme, je me débrouillais un petit peu. Voilà. Je suis très nulle en organisation, donc de manière générale, c'était très mal organisé et très peu organisé, ouais. Ça, c'est sûr. d'accord. Et en tant que, comme tu dis, ton statut de femme, ou bon, là, tu as eu des petits soucis peut-être en Afrique de l'Est, mais sinon, tu as toujours voyagé du coup à deux, ou tu as eu des moments quand même toute seule, comme en Ah non, Asie, j'ai etc. voyagé seule aussi. Ouais. Ouais. Euh, ben, je dirais que ça dépend vraiment au niveau culturel. Par exemple, en Indonésie, quand, euh, quand j'étais dans la partie balinaise, et ben, j'avais zéro souci. Par contre, quand je suis passée dans la partie Lombok, l'île d'à côté, où finalement c'est aussi on passe à une autre religion, à l'islam, et ben là ça changeait le regard des femmes. Et là je voyais que ça pouvait. Pourtant j'avais les codes, hein, je me couvrais comme il faut et tout ça, hein, mais je sentais que ça pouvait gêner et que. Mais après, moi j'étais pourtant jeune, je manquais quand même un peu d'assurance, mais je pense que c'est aussi vraiment une dynamique intérieure, quoi, euh, de confiance, de posture, et puis de se dire, ben ça c'est non. Enfin, voilà, encore une fois, de reprendre ces clés-là, le discernement, savoir protéger aussi son espace sacré. À la fin de cette conférence, je vous offre un voyage intérieur pour rencontrer en fait un archétype qu'on a tout en nous et dont on a besoin quand on part en voyage, c'est l'aventurière. Voilà, donc c'est sous forme de voyage intérieur, comme une méditation quoi, guidée, où du coup vous allez pouvoir rencontrer cette part de vous et du coup très certainement faire des choses avec elle, peut-être un voyage, mais peut-être aussi euh, une sortie, une activité que vous avez jamais osé faire. Voilà, c'est une énergie en nous qui est assez euh, avant-gardiste, qui ose, qui est courageuse et donc voilà, qui est précieuse quand même à contacter dans notre quotidien. Florence, est-ce que tu veux reprendre la parole pour qu'on termine sur ta question autour du coup du voyage en tant que femme, ou est-ce que j'y ai répondu déjà? Non, j'ai du petit souci pour me reconnecter. Non, je vais te laisser parler de ton voyage parce que moi, j'aurais des dizaines de questions à te poser. Mais je vais te laisser parler de ton voyage et puis, bon, à l'occasion, peut-être, je t'enverrai un petit message par mail. Ouais, voilà, ouais, ouais, carrément, n'hésite pas, avec plaisir. Et Marie, je me permets. Du coup, je sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, c'est Ouais, bon, ok, parfait. super. Mais du coup, c'était pour partager aussi un peu l'expérience. Mais je reviens de plusieurs mois à l'étranger et en solitaire et avec des expériences de woofing. Donc, Florence, si jamais tu veux qu'on en échange, c'est avec plaisir. C'est pour partager. Voilà. Trop bien, merci Olivia. Ok, et ben alors je vais me mettre en partage d'écran, comme ça je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pondu. Déjà, pourquoi le Maroc? Parce que donc je vous ai dit que c'était un de mes premiers voyages, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est une destination que je connais bien parce que lors de ce premier voyage, j'avais rencontré un amoureux et donc pendant 2 ans, là de mes 16 à mes 18 ans, j'y allais plusieurs fois par an, donc c'est pour ça que j'y suis allée une dizaine de fois et toujours dans le côté dans le Moyen Atlas, immergé dans la culture et donc j'ai réalisé que pour moi c'est un pays qui a beaucoup.
conditionné aussi finalement mon rapport à l'homme et mon rapport à ma féminité. Et c'est pour ça que aussi je le fais là-bas, parce que c'est un endroit que je connais bien, dans lequel je me sens aussi tout à fait légitime à accompagner. C'est une culture que je connais bien, c'est une langue que je parle un petit peu. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui font que le Maroc m'attirait. Et puis c'est aussi des rencontres comme le voyage. Et en fait, j'ai rencontré une femme sur les réseaux sociaux qui a un centre équestre là-bas, qui est vraiment dans une approche des chevaux très très bienveillante, qui prend vraiment beaucoup soin de ses animaux et qui est adorable et qui a un lieu magnifique. Je vais vous le montrer. Donc en fait, c'est parti de là, c'est parti de cette rencontre et de ce pays que j'adore, quoi. Partage d'écran. Ok. Ok. Donc, c'est... Va-t'en, toi. Va-t'en, toi. Hein. Alors déjà, oui, où c'est? Ça va se passer à Itmeloul. C'est un petit village à côté d'Agadir. Donc Agadir, c'est tout ça. Vous voyez bien, ça va? Ouais. Donc je redézoome comme ça, on voit un petit peu par rapport au Maroc où on est. Voilà, Agadir, c'est là. Marrakech, c'est là. Ok. Et donc nous, on va être à Aït Meloul, ici. L'aéroport, il est pas loin, il est là. Et le centre équestre, il est ici. Et en fait, là, tout ça, c'est un parc naturel. C'est donc dans ce parc-là que je vous disais que j'ai rencontré les autruches, c'est le parc Souss-Massa. Vous voyez, bah là sur l'écran, on voit la belle gazelle et puis les magnifiques plages. C'est vrai, c'est une réserve naturelle et vraiment, c'est somptueux. Donc il y aura une journée qui sera consacrée à visiter cette réserve-là et à se connecter aux animaux. Et voilà, le centre équestre, il a l'estuaire là, juste au-dessus. Donc, il est aussi dans la balade qu'on fera à cheval, ça sera dans le parc naturel. C'est une forêt d'eucalyptus et c'est du sable. Voilà, c'est très très beau. C'est pas le gros galop sur la plage qu'on peut voir des fois sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, j'en vois beaucoup, mais c'est peut-être l'algorithme qui veut ça. Mais voilà, c'est aussi dans l'idée que ce soit accessible à toute personne, y compris des personnes qui ont peut-être un peu déjà monté à cheval, mais qui voudraient rencontrer les chevaux sous une autre dynamique, et puis avec une remise en selle progressive qui se terminera du coup par une balade d'une demi-journée à cheval dans cet endroit magnifique. Et puis l'hébergement, il est ici aussi, à Itmeloul. Du coup, d'abord, je vais vous présenter le contenu, puis après, je vous montrerai plus en détail l'hébergement. Pardon. Voilà. Donc, chevauchée initiatique, voyage au cœur de la féminité au Maroc. Donc ça, c'est les gazelles du parc Souss-Massa. Ici, ça fait pas, c'est l'endroit où il y a les chevaux. Bah, ça, c'est moi. Pourquoi ce voyage? Donc, pour moi, c'est une manière de se reconnecter à soi, bien sûr. C'est tout ce que je vous ai dit pendant 40 minutes juste avant. Donc, vous savez à quel point, pour moi, le voyage, c'est une manière de se connaître, de connaître le monde et puis de grandir. Mais aussi de prendre du temps pour soi. Et là, c'est 6 jours vraiment juste pour soi, entre femmes. Et voilà, c'est aussi un investissement de temps et d'argent qu'on va faire pour soi-même, pour son bien-être. Pour moi, c'est important aussi qu'il y ait une sorte d'immersion dans la culture et la nature marocaine. Ça sera bien sûr moins immersif que ce que j'ai pu vivre de passer des mois ou Olivia, ce que tu as pu vivre aussi dans d'autres pays et complètement qu'avec des locaux. Mais quand même, moi, mon idée, c'est de vous amener sur des choses culturelles fortes, dont le rituel du hammam, par exemple, comprendre aussi la négociation au souk, voilà, voir un peu l'architecture traditionnelle. Voilà, pour moi, c'est important parce que on fait pas ça juste pour être bien au soleil au mois de février. C'est aussi avec l'énergie du pays. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un accompagnement bienveillant et sur mesure pendant toute la durée du voyage.
Donc jour et nuit, je suis là, je suis disponible et je vais vous proposer plein de choses pour aller vous transformer et puis vous apaiser sur des nœuds que vous pouvez avoir encore aujourd'hui. Et puis un lien unique avec les chevaux et la nature, bah oui, donc comme je vous l'ai dit, je suis équi-coach et donc c'est aussi ça qui fait que j'aime lier l'aspect thérapeutique du cheval, mais c'est même pas thérapeutique, c'est la puissance finalement des animaux en général, comme tout ce que j'ai pu vous dire sur cette première partie avec les animaux qui m'ont vraiment beaucoup apporté. Et les chevaux, ben pourquoi? Pour moi, c'est vraiment très lié à la féminité, le lien au cheval, et aussi à se reconnecter à nos émotions, à notre corps, à nos ressentis, à nos intuitions, et, aussi à venir faire des pratiques pour nous mettre dans l'affirmation de soi. C'est des choses, je vais vous montrer un petit peu après, qu'on va faire progressivement. Donc voilà, pour les femmes qui sont en quête de transformation intérieure, pour celles qui souhaitent se reconnecter à leur puissance féminine, pour celles qui aiment bien sûr la nature, les chevaux, et puis les voyages authentiques. Le premier jour, alors en sachant que ce que j'ai fait ça, ce programme, je l'ai fait il y a un moment, il y a quelques petites choses qui se sont modifiées, mais je vais essayer de pas louper. Le premier jour, donc c'est le vol, le trajet, l'arrivée à l'hébergement. On est accueillis là-bas avec un cocktail de bienvenue. Et donc la prise déjà des repères, digérer le voyage, le trajet en avion, puis continuer de découvrir l'endroit parce que donc je vais vous le montrer. Donc ça s'appelle Dar Beinana. C'est au milieu d'une orangeraie et très proche donc du parc naturel. Il y a une piscine. Il y a des très très belles suites en bungalow que vous partagerez à deux, chacune dans un lit. Puis les bungalows sont séparés par une petite cloison, quoi. Les lits sont pas touche-touche, quoi. Voilà, moi je les trouve très jolies et il y aura aussi de la restauration sur place. La personne qui nous accueille, alors c'est pas elle, en fait c'est une Marocaine qui tient cette table d'hôte et elle est très sensible aux femmes et donc en fait elle a été enchantée elle est enchantée de nous accueillir parce que du coup justement elle fait travailler tout plein de femmes de sa famille dans cette auberge et donc c'est que des femmes qui vont prendre soin de nous hormis le chauffeur de taxi. Voilà, donc il y a beaucoup beaucoup de nature autour des bungalows qui sont autour de la piscine et là elle crée plein de petits espaces aussi en plus dans lesquels on peut se ressourcer dans le jardin qui est très grand. Euh, voilà, et le soir, on commencera aussi le stage, hein, donc on fera déjà un cercle de parole, chacune pourra se présenter, poser ses intentions, on fera une méditation. Le soir, on prendra un repas typique du coup dans notre hébergement et on ira au hammam. On fera un premier rituel de hammam pour bien arriver, voilà, prendre soin de nous, ça c'est important, prendre le temps de se bichonner. Le lendemain, donc il y a les petits-déj qui seront sur notre lieu d'hébergement. On ira rencontrer les chevaux. Donc la photo que vous voyez à droite là, je sais pas si vous voyez ça vous aussi. Alors attendez, hop. Ça c'est le centre équestre. Donc c'est très joli. Et donc on va faire une rencontre avec les chevaux d'abord en liberté, euh, vraiment pour venir sentir l'énergie cheval dans sa globalité, sans interaction au début. Et puis petit à petit, en fait, on va ajouter de l'interaction et ajouter du lien physique. Mais au début, c'est plus énergétique et sensoriel. Et puis on va aller comme ça crescendo dans la rencontre avec les chevaux. L'après-midi, on ira du coup en immersion dans la culture à Agadir. On ira au souk et on vous pratiquerait un exercice qui s'appelle le souk thérapie. Ah, c'est moi qui l'ai mis au point. Attention, oui, le souk, c'est un endroit où ça vient bien tester justement notre alignement, nos limites personnelles, notre positionnement, notre oui, notre non. Et s'il y a une faille, en général, il s'engouffre dedans. Donc, c'est vraiment hyper intéressant de venir. Vous serez à deux pour l'expérimenter, pour rester sécure et tout ça. Et donc, vous allez expérimenter ça. Voilà, aller voir toutes les belles choses de l'artisanat marocain. Puis les souks, ça date du Moyen Âge, donc c'est vraiment une tradition qui est hyper hyper ancienne. Et ensuite, on finira par le bord de mer et on se fera un petit restaurant avec coucher de soleil à Agadir et retour après au Bercail.
Le troisième jour, là, on va aussi aller auprès des chevaux. On va faire cette fois, donc comme je vous disais, on va de plus en plus dans le contact physique. Donc là, on va faire du travail à pied. Donc c'est des petits exercices très simples issus de l'éthologie. Et donc c'est Huda notre hôte du centre équestre, qui va guider les exercices sur le côté technique. Et moi, je serai là en support, en soutien plus psycho-énergétique, pour que vous puissiez mettre de l'intensité, de l'émotion et puis de la symbolique dans ce que vous pratiquez aussi avec les chevaux. Euh, pardon. Voilà. Et l'après-midi, on sera sur le lieu. Oh, pardon. J'arrive. Voilà. L'après-midi, on sera sur ce même lieu. Je voulais vous montrer une photo de ce centre équestre. On pratiquera des constellations. Donc, les thèmes, ils seront différents en fonction de ce qu'on sent sur le moment. Moi, c'est pour ça que je vous dis, bon, déjà, d'avoir programmé un voyage jour par jour, ça m'a demandé un effort considérable. Mais du coup, je peux pas non plus vous dire, on va faire telle constellation sur tel truc, parce que j'ai besoin, moi, de m'adapter aussi à ce qui se vit pour chacune et ce qui est présent à ce moment-là. Mais dans l'idée, c'est d'amener de la libération et de la circulation d'énergie, d'amour dans nos systèmes, que ce soit le système familial actuel dans lequel vous êtes, dans votre couple, dans votre travail. Enfin voilà, le système peut être différent, mais en tout cas, l'idée c'est ça, c'est de faire des libérations pour remettre de la circulation et de l'harmonie. Et donc on va faire ça tout l'après-midi. Et je voulais vous montrer quand même des petites photos du lieu. Elle a pas de site internet, mais je vous recommande, si vous avez Instagram, c'est donc Club Équestre Lamzar. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est connu, hein. Vous voyez, elle a quand même quasiment 10 000 followers sur les réseaux. Là, il y a une pub qui a été tournée là-bas, voilà, qui est quand même assez connue, qui a fait 30 000 vues. C'est pas juste le petit centre équestre de balade à poney comme on peut trouver à Essaouira ou quoi. Vous voyez, c'est cette terrasse-là où il y a le yoga là, où on sera, et donc qui est vraiment très très belle, qui est bien ombragée et qui est très très chouette. Voilà, ça c'est Ouda qui est là, qui est notre hôte du coup, et qui nous guidera les petits exercices de travail à pied. Ça va, vous voyez, c'est peut-être pas très grand, mais après vous pourrez retrouver ça sur Instagram. Même je pourrais vous les envoyer les photos. Le quatrième jour, donc là, comme je vous disais, encore une fois dans la progression, on retourne auprès des chevaux et cette fois, on va faire le pansage, donc brosser les chevaux en conscience. Pareil, les sellés en conscience, et puis tout ça, c'est accompagné pour des débutants aussi, hein, donc, et puis pour des personnes qui connaissent, ça peut être intéressant de le faire dans une autre dynamique, justement, apprendre à ralentir, à demander l'accord du cheval, à ressentir quand j'arrive dans la bulle du cheval, enfin voilà, des choses qu'on ne fait pas du tout dans l'équitation traditionnelle. Et donc là, on ira se mettre, donc tout ça va prendre toute la matinée, mais la balade en elle-même, vraiment sur le cheval, ça dure à peu près 2 heures. Et on fera un pique-nique. Donc là, la petite photo qu'il y a, c'est aussi au centre équestre, le petit poney aussi. Et du coup, voilà, c'est ce genre de paysage dans lequel on va être. Après, là, il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais il y a aussi toute une partie dans la forêt. Et on fera un pique-nique là-bas. Et alors, c'est là qu'il y a des petites modifs de planning. Alors, attendez. Je vous ai montré le logement, je vous ai montré où c'était, je vous ai montré chez Ouda comment c'est. Et donc là, ce jour-là, je vous ai dit, on va monter à cheval, etc. Et l'après-midi, on va aller au bord de l'océan faire un rituel en fait de libération au bord de l'océan. Voilà, jour 4, tac, tac, tac. Euh, Non, pardon, on va au hammam le soir. On retourne au hammam. Et voilà, vu qu'on a monté à cheval, c'est bien pour les courbatures, tout ça. Donc on se fait un temps de pause au logement, d'écriture, cercle de parole, danse et tout ça. Et après, on va au hammam le soir. Le cinquième jour, c'est ce jour-là où on va au parc Sousmassa. Et après, donc on ira aussi à l'océan faire ce rituel dont je vous parlais. On mangera au restaurant le midi et après on rentre au logement. Enfin, on y passe toute la journée et le soir on rentre au logement. Et le lendemain, on refait une sortie au souk, mais cette fois agrémentée de tout ce que vous avez libéré en constellation, de comment vous avez travaillé votre positionnement avec les chevaux, et puis pour faire vos achats souvenirs.
Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir modifié des choses dans votre énergie et dans votre manière d'interagir avec l'autre. Normalement, j'espère que votre positionnement sera beaucoup plus clair et ça sera vraiment très percutant d'avoir un avant-après. Et ça, vous allez vous en souvenir toute votre vie. C'est comme les expériences avec les chevaux ou les animaux. Vous voyez, moi, je peux vous raconter des trucs en détail de ce que j'ai vécu il y a 15 ans avec des animaux parce que c'est multisensoriel et c'est vraiment émotionnellement fort. Donc, ça vient vraiment s'ancrer en profondeur dans la mémoire. Donc on retourne au zouk, on fera au souk et on fera voilà quelques visites. On terminera aussi par un tour à l'océan, un petit repas au restaurant et on fera la clôture sur notre lieu d'hébergement. Voilà. Donc le tarif, il va comprendre. Non, attendez. Oui, voilà, ça. Je vais vous montrer. Donc, en fait, je travaille avec une agence. Je me suis challengée, je vous dis, mais de fond en comble hein, pour ce, pour ce voyage, parce qu'au début, je voulais le faire sans agence. Après, j'étais là, ah non, je peux pas. Hein, celles qui sont dans le groupe, là, Olivia, je crois que tu y es, Virginie aussi, vous avez tout suivi de près, là. J'étais super challengée. Et du coup, voilà, c'était... Elle est où ma pièce jointe? Pourquoi elle est partie? C'était hyper dur pour moi de le faire en fait sans le côté d'être dans les clous légalement quoi ça me gênait profondément je sentais que je pouvais pas et donc j'ai réussi à recréer ça avec la participation d'une agence. Donc, ce qui fait que pour ce voyage, il y aura une partie un paiement qui ira à l'agence et un paiement qui concerne mes prestations à moi, Marie, qui seront à part. Et puis bon, la prochaine fois, peut-être tout sera en package, mais pour l'instant, ça, c'est quand même un petit peu du bricolage. Donc voilà, mais c'est quand même très propre. Voilà, vous allez recevoir un bon de commande avec voilà le Maroc, donc du 19 au 25 février 2026. Vous pouvez payer en plusieurs fois et ça aussi, ben c'est cool financièrement. Donc ça inclut 6 nuits. Le minimum 10 personnes. Bon, en vrai, le minimum, c'est 5 personnes. Et donc là, le total séjour avec vos nuits, sans mes prestations à moi, donc avec vos nuits, le centre équestre, tous les transports pendant le séjour, les frais de dossier, tout ça, on est à 882 euros. Donc ça inclut vos 6 nuitées, avec donc dans les bungalows là qui sont trop beaux autour de la piscine, le linge de lit, le linge de toilette fourni, le ménage, les petits déjeuners. Il y aura 6 repas, elle s'est trompée, mais il y aura donc 6 repas dans cet hébergement. Boissons, soft, café, thé, infusion pendant les repas, tout ça c'est inclus. Donc ça après il y a nos espaces de pratique aussi qui sont inclus, les taxes de séjour, tous les trajets. Et voilà, tout ce que je vous disais pour le centre équestre. Là, il y a aussi une garantie, une assurance. Par contre, il y a l'assurance multirisque que là, vous pouvez souscrire auprès de l'agence qui est en plus. Votre vol qui est en plus. Alors les entrées, c'est pas vrai, c'est moi qui les prends en charge, mais par contre, elle les a modifiées. Hein, c'est juste que j'ai pris le premier qui m'est venu sous la main. Si vous voulez des soins au hammam supplémentaires, si vous voulez vous faire masser ou un gommage en plus ou quoi, bah ça c'est à vous de vous les payer normal, comme les pourboires ou les extras, vos souvenirs, tout ça. Bon bah ça aussi évidemment, ce n'est pas inclus. Donc voilà, ça se présente comme ça avec toutes les conditions générales de vente et compagnie. Et donc, si on rajoute ma prestation à moi, ça fait 1482 euros la totalité pour 6 nuits et donc 7 jours de voyage au Maroc. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran. Et donc, bah, concrètement, déjà là, si vous avez des questions sur le programme ou quoi, bah, je veux bien vous écouter. Et après, bah, si vous êtes intéressé, vous revenez vers moi par mail ou par message en fonction de comment vous m'avez dans votre petit téléphone, et je vous envoie ce bon de commande pour valider votre inscription. Il y aura des arts à verser en chèque que je reçois, et après moi j'envoie tout à l'agence quand on a notre petit groupe.